tout ce temps-là à rechercher. On était jusqu'à Discount, je ne sais pas, le magasin de quincaillerie de l'autre côté. Voilà. Alors que c'était juste à côté de l'hôtel. Donc, je prends une question, là, elle est longue. Hein? Alors, que pensez-vous de cette citation? Le passé est toujours présent. Maurice Maeterlinck. Le passé est toujours présent. Je pense que le présent, de toute façon, sera le passé de demain. Et donc, ça veut dire que quand nous croyons parfois vivre le présent, nous sommes en train de vivre le passé de ceux qui viendront peut-être après nous. Et puis, le présent a été aussi le futur d'hier, hein, pour qu'on puisse le vivre. Donc, je pense que c'est une citation qui a une force et qui dit tout. Même pour un écrivain, il va toujours puiser dans le passé pour exprimer le présent. Et c'est pour cela qu'on nous dit toujours « Vivez si m'en croyez, hein, ne me remettez jamais à demain ». Parce que les gens aiment toujours avoir des valises remplies de rêves. Et quand ils se rendent compte que ces rêves n'avaient pas bien mis leurs racines dans le présent, eh bien, c'est la désillusion. J'aime le passé, mais pour vivre le présent, il faut que je pense à l'avenir. Voilà. Ça, c'est une citation? Non, c'est pas une citation. Quelle qualité préférez-vous chez l'homme? Ça, c'est Bernard Pivot, là. Bon, je suppose que dans l'homme, il y a aussi la femme à l'intérieur. C'est pour cela que les questions de Bernard Pivot aussi méritent un peu de suivre un petit lifting pour correspondre à notre époque. Voilà. Parce que quand vous dites quelle qualité préférez-vous à l'homme, ouais, pas avoir de conséquences, voilà. Bon, je pense que la qualité que je préfère, que je souhaiterais toujours, chez l'être humain, c'est probablement l'inclination à penser à l'autre, c'est-à-dire à savoir que le malheur de l'autre ne doit pas faire mon bonheur. Et si je dois exister, je ne dois pas le faire aux dépens de l'autre. Donc c'est cette qualité à pouvoir s'effacer soi-même pour d'abord reconnaître le bien qu'on doit faire aux autres. Et ma mère m'a toujours appris cela. Plus vous faites le bien aux autres, plus votre karma devient positif. Et si vous pensez que vous allez réussir seul, et il n'y a pas de bonheur à être seul dans sa richesse. Un riche qui est seul est en réalité un malheureux parce qu'il a voulu être riche en voyant sa réussite dans les yeux des autres. Mais un riche qui l'est avec la communauté est un riche qui restera dans l'histoire parce que ses actes donneront des leçons aux générations futures. Donc, j'aimerais que nous soyons tous vraiment portés par le sens de l'altruisme. C'est cette qualité-là. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Wow, ça, c'est la question piège, hein? Qu'est-ce qui vous rend heureux? J'ai même l'impression de penser que ce qui me rend heureux, ce n'est pas d'avoir réussi quelque chose, mais c'est d'avoir beaucoup travaillé pour le réussir. Je ne serai jamais heureux si mon bonheur est le résultat de la facilité. Mais je serai très heureux si pour parvenir à quelque chose, je me retourne pour voir les difficultés que j'ai eues, les embûches que j'ai évitées, les crocs en jambes, et puis les râleurs que j'ai esquivées, et là, je serai heureux. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Ben, tout simplement, parfois quand j'ouvre mon téléphone portable
et que je vois un petit bébé qui est en train d'éclater de rire. Ça me suffit. Voilà. Quel mot vous inspire le plus de douceur? Wow. Quel mot vous inspire le plus de douceur? Je pense peut-être même à un mot comme la béatitude. C'est-à-dire, c'est cette sorte peut-être de plénitude, cette sorte d'ataraxie, comme diraient les philosophes, hein, où on se sent dans une situation presque de neutralité intérieure. Donc, ça serait béatitude pour l'instant. Ce mot-là. Voilà. Ah, ça c'est kilométrique, hein. Alors, que pensez-vous de cette citation? Je n'accepterai plus les choses que je ne peux pas changer. Je changerai les choses que je ne peux pas accepter. Alors, c'est une citation que j'ai mise dans mon nouveau livre, dans Angela Davis. C'est bien de m'avoir fait un test pour savoir si c'est moi qui ai écrit le livre. Voilà. Il voulait savoir, et si, en plus c'est caché là, donc du coup, pour savoir s'il a écrit le livre. Bon, voilà. Donc c'est une citation d'Angela Davis que j'ai mise dans ce livre parce que je pense que de tous les portraits que j'ai faits, que ce soit de Baldwin, que ce soit des autres écrivains, que ce soit dans mon livre Le monde et mon langage, cette femme qui nous regarde, que je consacre à Angela Davis, c'est peut-être curieusement ma propre autobiographie. On a l'impression que je parle d'Angela Davis, mais si j'ai parlé d'Angela Davis, c'est pour savoir quelle place je pourrais avoir dans son message, dont l'universalité résonne aujourd'hui de plus en plus. Quand elle dit que je n'accepterai plus les choses que je ne peux pas changer, je changerai les choses que je ne peux pas accepter, c'est important que nous puissions savoir que notre lutte doit être permanente et qu'on ne doit pas vivre dans l'acceptation d'une situation qu'on nous a imposée. C'est pour cela que changer les choses demeure la philosophie d'Angela Davis. C'est d'ailleurs déjà la philosophie des marxistes-léninistes, parce que quand on lit dans un livre de Marx et Engels, je pense, c'est Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande. Il y a plusieurs thèses à l'intérieur, dont la thèse la plus célèbre, c'est les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, maintenant il s'agit de le changer. Donc le changement est très important parce que l'interprétation du monde est subjective. Mais le changement est un acte que vous posez dans le présent, est un acte que vous accomplissez directement. Et je pense que cette philosophie-là, c'était la philosophie de ma mère, c'était la philosophie de mon père. Et même dans ces conditions, je pense que ma mère voulait même changer la place d'Angela Davis dans notre bibliothèque, puisque le départ du livre, c'était même le fait que dans notre bibliothèque, il y avait plusieurs photos. C'est mon oncle qui était venu de Russie, donc il avait mis la photo de Karl Marx, d'Engels, du président Marien Ngouabi au-dessus. Et les livres qu'il aimait, il mettait les couvertures bien en évidence. 100 ans de solitude. Et puis au milieu, il y avait la biographie d'Angela Davis, coupe afro, femme noire, qui regardait un peu de biais comme ça. Sauf que c'était la table à manger était autour. Quel que soit l'endroit où on se plaçait, on avait l'impression qu'Angela Davis vous regardait. Et un jour, ma mère demande à mon père, pour ne pas avoir honte à côté de mon oncle, il dit, mais pourquoi cette femme-là nous regarde toujours? Et là, mon père dit, ben, écoute, elle nous regarde parce que elle se plaint peut-être du fait que pendant qu'elle est en train de lutter aux États-Unis contre les injustices, contre la ségrégation raciale, contre le Ku Klux Klan,
nous sommes là en train de manger tranquillement. Et c'est ça que j'allais expliquer aux amis à l'école. J'ai dit, la femme qui nous regarde là, elle est en train de souffrir pendant que nous sommes en train de manger, c'est injuste. Et c'est pour ça que même que le livre a eu pour titre « Cette femme qui nous regarde », c'est un titre que je dois à ma mère. En cette époque-là, elle est morte, elle ne sait même pas qui était Angela Davis. Pour elle, c'était une femme qui avait une touffe afro, qui était à la mode dans les années 70, des pantalons pattes d'éléphant. Donc vous verrez que je porte toujours des pantalons pattes d'éléphant pour rester dans cette époque-là. Je suis resté cette sorte de lierre qui est accrochée au mur des années 70 et qui ne veut pas. Bon, si j'avais les cheveux, mais Dieu a voulu que que je les ai pas. Bon, on a les moyens qu'on peut. Mais en tout cas, chaque fois, quand je cherche même mes habits, je vais dans les vintage, puisque j'habite à Los Angeles. Je vais, parfois, quand on a fini de faire des films, ils jettent les costumes, les choses là. Donc, comme ils ne veulent pas jeter, donc vous pouvez acheter ça moins cher, par boule, par ballot comme ça là. Donc, à la fin d'un film, je viens là, je vois le costume des années 70, allez, je prends des trucs et ça sort. Les gens vont se dire, où est-ce que tu as trouvé ça? Je dis, vous ne pouvez pas trouver ça. Parce que moi, je vais vers l'information, je vais à la quête d'une époque. Et cette époque des années 70 que j'ai creusé dans mon livre « Demain j'aurai 20 ans », que j'ai creusé aussi un peu dans « Lumière de Pointe-Noire » et que je fais exploser vraiment dans cette femme qui nous regarde. Voilà. Je dois finir tout? Alors, donc, vous me direz, hein, si j'arrête, hein, parce que trop parler nuit. Voilà. Ah, ça, c'est aussi long. Hein. J'espère que c'est pas dans mon livre aussi. Ah non, c'était Bolagno. Que pensez-vous de cette citation? Gardez courage en sachant au préalable qu'on sera vaincu et aller au combat. C'est ça la littérature. Ah oui, Bolagno a raison. On a besoin du courage. On a besoin justement d'avoir cet entrain. On sait bien que on sera vaincu parce que peut-être aussi l'époque ne croit pas en la force de la littérature. Mais la littérature, pour beaucoup, c'est la prise de risque dans les Bolagno. La littérature, c'est beaucoup pour la prise de risque, comme des écrivains qui sont censurés, qui sont de l'autre côté de Gaza, qui sont de l'autre côté d'Israël. Donc il y a dans la littérature aussi un axe de combat. Hein, la littérature, même lorsqu'on est en train de peindre la neige, on est en train de regretter une époque où la nature pouvait s'illustrer devant nos yeux. Donc, je partage cet avis. Alors, que pensez-vous? Je continue ou c'est le question? On continue. Alors, dis donc, je fais des dissertations gratuites. Hein? Si vous pouviez résoudre un problème dans le monde, lequel choisiriez-vous? Oh là là! Déjà qu'on enlève tous ces petits dictateurs-là qui sont en train de diriger l'Afrique depuis 40 ans et qui sont en train d'assujettir le peuple africain. Ça permettrait peut-être aussi de régler beaucoup de problèmes dans le monde, d'éviter les exils, les immigrations clandestines selon la situation, et aussi le fait que l'Afrique est un continent riche, mais qui est spolié par les Africains eux-mêmes. Et pour maquiller le vol des Africains eux-mêmes, ils sont toujours en train de dire l'Europe. Mais un voleur qui vient chez moi, si on coopère ensemble, on va se partager la fortune. C'est ce qui se passe. Ce sont les Africains qui vendent leur Afrique parfois à l'étranger. Donc c'est peut-être cela que je voudrais résoudre la situation de l'Afrique, mon continent de cœur. Alors, j'ai choisi le peu parce que chez moi, le piment le plus petit est celui qui pique le plus. Donc, comme c'est petit, ah ouais, ça va piquer. Hein? Pourquoi écrivez-vous? Je vous... Mon Dieu, j'aurais dû choisir les longues questions qui... Oh là 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 là. Pourquoi écrivez-vous? Je crois que le jour où je le saurai, je ne vais plus écrire. Hein? Voilà, parce que c'est ça. On écrit et on continue à écrire parce qu'on ne sait pas, justement, il y a quelque chose, on est porté, on a une inclination, on a parce que j'ai faim.
Quand j'ai faim, il faut que je mange. Et la poussée de l'écriture arrive aussi avec cette sorte de boulimie qui fait que vous n'arrêtez plus. Et moi, je pense que s'il fallait rechercher au moins les prédispositions qui avaient fait que je devienne écrivain, c'est peut-être le fait que j'avais peur d'être seul et que je voulais inventer un monde dans lequel je serais protégé par des personnages que je créerais moi-même et non ceux que j'ai trouvés dans la société. Donc c'est une illusion. L'écrivain est un illusionniste qui crée un monde, il est content de gouverner ce monde et puis il se rend compte que ces personnages vont prendre leur autonomie, quitter vous et devenir les amis des auteurs, des lecteurs et des lectrices. C'est pour cela que l'écrivain parfois disparaît, les personnages restent. Jean Valjean est aussi important que Victor Hugo. Ah oui, il y a même des Américains qui connaissent plus Jean Valjean que Victor Hugo, puisqu'il joue Les Misérables. Je dis de Victor Hugo, non, de Jean Valjean. Donc il est là, voilà. Donc c'est un peu cela. Si vous arrivez à écrire un livre dans lequel votre personnage est plus important que vous, ça veut dire un chef-d'œuvre. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. Je ne vais pas choisir plus petit, parce que je risque de... Voilà. Ah, ça c'est un peu... Comment imaginez-vous les années 2050? Comment j'imagine les années 2050? On est quand là? Ouf. Bon. J'espère que nous serons tous là, parce que c'est loin, 2050. Dans 25 ans? Oh, ça va, oui, on peut le faire. Voilà. Ce n'est qu'un petit quart de siècle. Mais j'imagine, j'espère que ces années ne seront pas des années de 100% intelligence artificielle. J'aimerais quand même que l'intelligence réelle puisse l'emporter sur l'artificiel. Qu'on ne soit pas des paresseux et qu'on ne laisse pas notre destin entre les mains des algorithmes. C'est peut-être cela. Ok, que choisiriez-vous pour illustrer un nouveau billet de banque? Ouf. Ne me cherchez pas, je veux mettre ma mère. Donc, voilà. Que choisirais pour illustrer? Ça serait sympa aussi de mettre un personnage qui a donné sa vie pour la France et que ce personnage change un peu de couleur sur ses billets de banque. Il y a trop de blanc sur les billets de banque, donc essayons un peu de voir. Voilà, on peut trouver peut-être quelqu'un. En Suisse, je ne sais pas. En France, si je parle en France, parce que vous n'avez colonisé personne, donc on va voir les autres. Si en France, moi, j'aimerais bien qu'ils voient des personnages comme le Félix Eboué. En Belgique, je vois des personnages comme Lumumba. C'est bien, Lumumba. Il a une raie sur la tête, ça fait bien pour sur un billet de 500. Voilà. Avec quel écrivain décédé, ressuscité pour une soirée, aimeriez-vous boire une bière au coin du feu? Waouh! Avec quel écrivain décédé, ressuscité pour une soirée? Moi, je pense que ça serait Gabriel Garcia Marquez, parce que moi, je pense que j'ai toujours été émerveillé par son écriture, par 100 ans de solitude, par l'amour au temps du choléra, par Pas de lettres pour le colonel. Et donc, c'est l'écrivain le plus bavard, celui qui, quand il écrit, on se dit d'où vient cette imagination. Et donc, j'espère que lui, au moins au coin du feu, avec la bière, il va me raconter des vraies histoires. J'aimerais pas me retrouver avec Alain Robbe-Grillet, qui va me faire le nouveau roman et dire oui, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de verbe. Ah non. Moi, je veux quelqu'un qui me raconte quelque chose de fort. Donc, pas de Robbe-Grillet à côté, voilà, pas d'écrivain du nouveau roman là, non. Et, restez avec vos formes un peu bizarres. Moi, je suis traditionnel dans les récits. Je fais une histoire qui m'enchante. Je veux qu'on me raconte les contes de 1001 nuits, qu'on me raconte des gens qui descendent sur des tapis roulants dans le village de Macondo, qui découvrent la glace, qui découvrent les monts, des petits personnages qui font des poissons d'or, etc., etc. Je suis un enfant
qui a toujours vécu dans la tradition de l'oralité. Voilà. Quel pays vous inspire le plus? Bon, vous avez bien vu, c'est beaucoup le Congo-Brazzaville parce que je suis né là-bas et en particulier la ville de Pointe-Noire. Et ma grande joie sera peut-être d'avoir été l'écrivain congolais qui a le plus parlé d'une ville. Donc, Pointe-Noire, j'ai fait tous les romans, se passe là-bas, Demain j'aurai 20 ans, Lumière de Pointe-Noire, Petit Piment, même dans une certaine mesure des vestiges de verre cassé, tout le commerce des allongés, tout se passe à Pointe-Noire. Ce qui fait que ça a créé dans cette ville, moi je vois cette ville non pas comme une ville, mais comme un pays. L'âme de Pointe-Noire est plus forte que l'âme de Brazzaville. Brazzaville, c'est politique. Brazzaville, c'est, bon, les coups d'État, c'est là-bas. Le général de Gaulle s'est reposé là-bas pendant l'occupation allemande. Il s'est mis dans une case qu'on appelle aujourd'hui la case de Gaulle pour lancer l'offensive, etc., etc. Quel pays donc m'inspire? C'est bien entendu le Congo, le pays d'origine, mais évidemment, comme il y a eu le lien avec la France, les deux pays sont connectés dans cette littérature, et j'essaye avec le temps, de connecter maintenant les États-Unis, mais une autre forme d'Amérique, pas celle que on a lue dans les livres des écrivains américains. Ah, il y a une grande question ici. Qu'est-ce que le Congo-Brazza a à dire au Congo-Kinshasa en ce moment? Ah, très bien la question. Vous êtes très, très africain là-bas. Vous avez été, hein? Ah, ben voilà. Hein. Même vous avez dit la chemise en pagne, j'adore, hein? C'est beau, hein? Donc, mais qu'est-ce que le Congo-Brazzaville a à dire? C'est toujours... nous, on a été un royaume, le royaume Congo, qui a été divisé à cause de la colonisation, enfin, pendant le partage de l'Afrique au 19e siècle, 1884-85, où ils avaient eu leur conférence à Berlin pour éviter que les nations européennes se battent ou s'entretuent à cause des territoires. Eh bien, Bismarck a dit, venez à la maison, on va discuter pour se partager les gâteaux. C'est pas grave, chacun aura toujours quelque chose. Donc, ils se sont assis, ils ont pris la carte et puis ils ont commencé à diviser comme un camembert. Hein. Toi, tu prendras ça, ouais, là, là. On a donné le Congo, donc on l'a coupé par le fleuve. On a donné une partie la plus petite aux Français en les calmant. Ne vous en faites pas, il y a du pétrole, c'est petit, mais il y a du pétrole, il y a du bois, il y a des... Voilà. Et aux autres, aux Belges, on a donné le Congo démocratique, donc les Zaïre, qui était, je crois, c'est pratiquement, je sais pas, 32 fois plus grand que la Belgique. Hein, c'est l'un des plus grands pays. Mais le roi des Belges, au lieu de dire que c'est pour le pays, non, 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 je prends ça, c'est ma propriété privée. C'est le seul qui avait comme propriété privée un pays qui était 32 fois plus grand que le sien. C'était sa résidence secondaire. Donc, dans ce sens, la colonisation qui s'est passée chez les Belges, il y avait vous avez vu des témoignages, des bras coupés pendant le chemin de fer, les caoutchoucs, etc., etc. Et nous, on était étonnés parce qu'on a la même langue, on a les mêmes cultures, on parle on a les mêmes ethnies, on mange la même nourriture. Et moi, aujourd'hui, si je croise un Congolais, un Zaïrois, on parle en lingala facilement. C'est vrai qu'il y a l'accent, tout, mais c'était la même culture. Donc, ce que nous avons à dire les uns des autres, c'est que les Congolais ont toujours vécu dans la peur d'être écrasés par les Zaïrois qui sont plus nombreux. Ils sont plus de 100 millions, maintenant bientôt 100 millions. Et nous sommes même pas 6 millions. Donc, le Congo, on a toujours eu le regret de dire, on aurait pu faire du Congo une petite Suisse. Parce qu'on est petit, on est riche, tout ça là, mais malheureusement, la richesse ne nous appartient pas. Ça appartient au président de la République et à sa petite famille.
De l'autre côté, pendant longtemps, ils ont vécu la même situation où pendant plus de 30 ans, Mobutu Sese Seko a installé la dictature après avoir participé aux assassinats de Tshombe, de Lumumba, etc., etc. Donc, on a une histoire presque incestueuse entre nous. On a une histoire commune. On est les deux capitales les plus rapprochées au monde, Brazzaville et Kinshasa. Brazzaville et Kinshasa. Vous les traversez en 15 minutes. Hein? C'est pratiquement votre frontière ici avec la France. Hein? Donc, il y en a qui vont travailler le matin à Brazzaville, rentrer à Kinshasa. Il y en a qui travaillent à Kinshasa, rentrer à Brazzaville. J'y étais il n'y a pas le mois dernier à Kinshasa. C'était ma première fois que j'allais là-bas. Mais j'ai eu le sentiment d'un sens dessus-dessous d'une population abandonnée à elle-même, d'une croissance démographique dangereuse dans le sens où la plupart des gens sont dehors et sans emploi. Ça m'a fait pitié, peur et ça m'a donné pratiquement des larmes aux yeux de voir que ce pays-là a les matières les plus importantes. Ils ont tout, l'or, les diamants, même la matière qui sert à fabriquer le téléphone portable, lithium. Il y a 2 pays qui ont, je vais dire que tu as les Congo-Kinshasa et l'Australie. Mais là-bas, ils sont même incapables. Ils ne peuvent pas acheter le téléphone qui est fabriqué avec leur propre matériel. Donc, c'est là un peu, nous avons tendance, nous les Congolais de Brazzaville, de critiquer le fait que les Aïrois n'ont pas été actifs politiquement pour renverser les choses. Mais au Congo-Brazzaville, c'est la même chose. La seule chose qu'on a eue, c'est qu'il y a eu des coups d'État qui se faisaient, mais les régimes qui se mettaient au pouvoir étaient les mêmes. Et jusqu'alors, on est toujours au point de départ, sauf que, au moins en République démocratique, au Zaïre, ils ont souvent des élections avec plusieurs partis. Mais chez nous, c'est toujours de la tricherie. Le président qui diminue son âge. Moi, j'ai jamais compris. Quand il était président, j'avais 13 ans. J'ai 58 ans, il est toujours président. Il s'appelle Sassou Nguesso. Et imaginez si, pour les Français, Macron restait jusqu'à... voilà. Déjà, là, il n'arrive pas à avoir un Premier ministre. Alors, donc, voilà. Donc, voilà la situation cocasse dans laquelle nous nous retrouvons. Voilà.